Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Et bien voilà, nous voilà partis pour le deuxième live de Rééduca avec un changement de thème cette fois. Nous allons vous parler des trigger points et du dry needling. Alors pour l'occasion, j'ai deux personnes de poids qui vont m'aider. À ma gauche, Stéphane Evelinger, qui est notre référent dry needling et trigger, voilà, qui est expert auprès du CMK, du Collège de la Massokinésithérapie, fait partie du groupe d'experts qui travaille à la mise en place des examens de dry needling. Il en a déjà fait toute une partie avec l'organisation du CMK. Et puis, parallèlement, Axel Clerget, que vous avez déjà vu pour la plupart, soit sur Instagram, soit avec nous au sein de Rééduca, qui va être notre sujet, qui est très heureux de pouvoir se faire soigner en dry ce matin, avant de partir dès lundi. Tu nous redis où, Axel? Je dois avouer que j'ai oublié. À Prague, voilà. Pour les championnats d'Europe, on espère bien qu'ils reviennent avec une médaille. Voilà. Je vais remettre mon masque tout de suite après pour les pratiques, évidemment. On va faire un petit mot introductif rapide sur le trigger point et pouvoir dire ce que c'est. Le trigger point. Et promis, par rapport à la dernière fois, on m'a fait la réflexion de parler moins vite et de faire des pauses. Voilà, mais c'est parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, donc on est très content de pouvoir vous raconter tout ça. Et du coup, j'avais envie de vous en dire tellement que j'allais probablement un petit peu vite. Voilà. Jérôme, je sais pas si tu es là, en général t'en rates pas un. N'hésite pas à nous faire coucou si besoin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un trigger point? Eh bien, un trigger point, c'est un point gâchette. Point gâchette, ça veut dire qu'il y a une douleur qui se produit en local. Et comme une gâchette, quand vous appuyez sur la gâchette, il y a une détonation en local. Et globalement, quand vous allez trouver un vrai point trigger, eh bien, vous allez avoir un truc déjà sous le doigt qui se passe, une douleur en général assez vive, qui peut être assez aiguë. Vous verrez Stéphane avec son petit air sadique qui arrive à bien les trouver, comme ça. Et puis, en même temps qu'il se passe quelque chose au niveau de la détonation, au niveau de la gâchette, eh bien, il y a une douleur qui va être produite ailleurs, comme un coup de feu qui part ailleurs, comme une traînée de poudre, et ce qui va nous donner toute une cartographie, alors qui va donner des douleurs très diffuses ou variables, mais malgré tout, pour chaque muscle, on a quand même une zone de prédilection, un territoire de prédilection avec un point local, souvent matérialisé par une croix sur les dessins, croix qui est du coup à l'intérieur du groupe musculaire, et puis un trajet qui va être possible à différents endroits. Précisons que ce n'est ni quelque chose de métamérique, ni quelque chose de nerveux. C'est une douleur qui a un autre substrat, pas toujours bien expliqué. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, le but étant de faire de la pratique et non de la théorie ce matin. Alors théoriquement, je dois pouvoir rechercher Rééduca que j'ai un peu oublié, mais c'est pas grave, ça va venir. Je voudrais, voilà, tout, hop, et je vais avant tout remercier effectivement l'équipe de Rééduca, du salon Rééduca, même si cette année, nous n'avons pas la chance de pouvoir nous retrouver, ou nous n'avons pas eu la chance de pouvoir nous retrouver en physique. Eh bien, on remercie l'initiative d'avoir créé ces lives. Hier, vous avez pu voir Major Mouvement Grégoire sur le live. Avant-hier, de mémoire, c'était Vincent Mélé de la chaîne Santé, et hier on avait aussi Estelle Kiné, voilà, donc des personnes avec qui nous avons un peu l'habitude de travailler, et nous sommes très heureux de pouvoir partager en tout cas autour de la kinésithérapie et de ces différents points, en espérant que ça puisse être utile au plus grand nombre. Voilà.
pour ramener un tout petit peu de précision, Stéphane, est-ce que tu veux nous apporter 2-3 précisions sur la physiopathologie du trigger point? Très bien, bonjour. Donc le trigger point, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. On a des écrits qui sont excessivement anciens, on trouve ça entre autres dans certains textes chinois. Mais ensuite, c'est aux alentours des années 50 que tout s'est développé, tout s'est accéléré, entre autres avec Janet Travell, David J. Simons, qui ont énormément travaillé au niveau de ce sujet. Le trigger point, grossièrement, on pourrait dire qu'on a dans le muscle une zone qui est indurée, qu'on va pouvoir retrouver à la main. C'est pour ça que nous, on est très bien placé pour pouvoir traiter les triggers. Et donc, on a un cordon musculaire. Et ensuite, dans ce cordon musculaire, on va pouvoir retrouver une zone un peu plus douloureuse, un peu plus impactée, on va dire. Et quand on appuie, on a déjà une douleur locale. Et surtout, on va voir ce que Xavier vous disait tout à l'heure, une douleur référée, c'est-à-dire une douleur qui va projeter selon des cartes. Ça n'a rien à voir avec une douleur neuropathique. On n'a pas les notions de douleur neuropathique. Ça ne suit pas des trajets métannériques, ça ne suit pas des trajets nerveux. C'est vraiment une douleur qui va donner une douleur ailleurs. Et c'est la douleur connue par le patient. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on traitera les triggers parce que ça donne des douleurs et des douleurs que le patient connaît. Par exemple, le plus connu, c'est le trapèze, qui donnera une douleur ici et qui montera au niveau de la tempe. Le SCOM, pareil, dans des céphalées, donnera une douleur qui est souvent autour de l'œil. Donc, c'est des douleurs qui ne sont pas sur le trajet musculaire, qui n'ont pas forcément à voir avec le trajet musculaire. Et ces douleurs vont augmenter à l'utilisation. Ça fait partie des signes. Au début, le patient peut avoir ce qu'on appelle un trigger latent, cette blessure musculaire. On ne sait pas trop la physiologie, la plus communément admise, mais on sait qu'elle est fausse, c'est que le muscle se contracte et ne va pas se relâcher. Ce qui fait qu'il va avoir constamment une contraction et à partir de là, il y a une réorganisation avec une inflammation qui va se créer. On sait qu'il y a certains éléments qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Pour l'instant, c'est la plus communément admise, on restera sur celle-là pour que ce soit la plus simple. C'est vraiment cette idée de blessure musculaire. Moi, c'est comme ça que je l'explique aux patients. Au début, cette douleur va apparaître quand le patient va faire le mouvement, quand il va avoir une contraction musculaire. Petit à petit, elle peut apparaître de façon spontanée. Le patient viendra pour une douleur. Les autres signes, c'est une perte de force. Le muscle a une moins bonne contractibilité. Et aussi, ce qu'on peut avoir, c'est une perte de mouvement. Le muscle est un petit peu plus raide. Ça fait partie des signes que l'on peut retrouver. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Mais les principaux, c'est une douleur locale, la douleur référée. On peut avoir le cordon, qui est aussi un des signes, mais pas forcément majeur. On peut avoir, vous retrouverez dans des ouvrages qu'on appelle la local twitch response, ou secousse musculaire localisée. Mais là encore, c'est pas un signe majeur. Et c'est vraiment ces éléments-là, ça va référer selon des cartes, ça va projeter. Et ensuite, c'est ce qui crée les douleurs de notre patient. Nous, on va pouvoir les traiter. On va pouvoir les traiter comment? En manuel, en instrumental. On va vous montrer un petit peu les deux. En manuel, avec nos petits doigts. En instrumental, soit avec par exemple des pointeurs, des choses qui vont soulager un petit peu nos doigts. Et sinon, on va avoir au niveau aiguille, on a le droit maintenant depuis quelques années. Stéphane, est-ce que tu peux nous donner deux références, peut-être un site internet où on peut trouver les trajets? Alors, le bouquin de référence, c'est le bouquin de Travell et Simon. Ça, c'est un bouquin. On a ensuite le Musculino. Le Travell et Simon, le problème, c'est qu'il est assez gros, très complet. Il commence un petit peu à dater, mais les références sont les meilleures. Et sinon, moi, j'utilise un site internet qui s'appelle triggerpoint.net, trigger point avec un s.net, qui référence soit par zone, soit par muscle, toutes ces zones de référence. Et moi, j'aime bien l'utiliser pour montrer aux patients, pour qu'ils voient un petit peu sa douleur. Est-ce que c'est la douleur que vous connaissez? Est-ce que cette douleur vous parle? Oui, non, et ça nous permet de discuter autour de ça et d'apporter un certain nombre de réponses aux questions du patient et de l'acceptation du traitement. Donc, une technique qui est vraiment orientée pour la thérapie manuelle, évidemment, où on va vraiment travailler avec nos mains, au moins dans la recherche palpatoire et diagnostique. Là, on va du coup, Axel se prépare. Vous allez avoir près de 200 kilos qui parlent de trigger d'un coup là, et du coup vraiment un travail palpatoire important
dans la recherche, et Stéphane vous a donné, hein, parce qu'on peut toujours émettre une critique sur la palpation, mais c'est pas la palpation pour la palpation, c'est la palpation dans un cadre clinique. L'autre intérêt, c'est vraiment de se dire, parfois j'ai un patient qui arrive avec une douleur qui irradie, je comprends pas trop, il a mal dans le bras, je sais pas pourquoi et tout. Et ça correspond pas à un trajet nerveux, et ben peut-être que c'est un point trigger qui pourrait donner cette douleur. Et donc dans les diagnostics différentiels, hein, ce qui était notre thème de la dernière fois, eh bien dans ces diagnostics différentiels, le trigger point est un point qui peut être vraiment intéressant à travailler. Voilà. Pour donc des formations, il y en a un certain nombre. Et du coup, au sein d'ITMP, on en a évidemment. Voilà, triggerpoint.net. Oui, ce sera remis en replay sans problème. Et du coup, là, je vais changer de côté. Voilà, et on passe sur le cas d'Axel. Donc, Stéphane va chercher Axel, donc Axel Clerget, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui part au championnat d'Europe en judo, qui a un palmarès que je vais écorcher, mais qui est en gros dans vraiment le top 2-3 français, dans le top 2 de sa catégorie, voire top 1 mondial, on espère bien, devait partir à Tokyo. Malheureusement, vous savez que les Jeux Olympiques ont été pour le moment reportés, on est toujours à reporter. Et ITMP est très heureux de l'accompagner depuis déjà 4 ans, je crois, maintenant. De l'accompagner depuis 4 ans et de travailler avec Axel pour qu'il puisse exprimer son art. Précisons qu'Axel est kiné de métier. Il a son diplôme de kiné. Pour le moment, il n'exerce pas en tant que praticien strict. Si, un petit peu à Vigier-sur-Marne maintenant. Exactement. Je suis en convention avec le centre de rééducation de Vigier-sur-Marne. Voilà, et du coup là il part au championnat d'Europe dès lundi. Voilà. Et donc Axel a eu un certain nombre de pépins de santé, comme tout sportif de haut niveau qui se respecte, et notamment de pubalgie. Et donc Stéphane va chercher un certain nombre de points. Je précise que malgré tout ils se connaissent. C'est pas la première consultation. Stéphane le voit régulièrement et l'accompagne depuis un certain temps. Et voilà. Alors là, justement, on va voir deux façons de faire. C'est les deux façons principales, on va dire, de chercher un point. On a les deux possibilités. Soit on peut prendre le muscle entièrement en pincette, et on va pouvoir chercher en pincette. Soit le muscle, on ne peut pas le prendre en pincette, par exemple un bas latéral ou un infraépineux, et on va pouvoir le faire une palpation plate. Donc là, on va voir justement les deux façons de faire. Là, au niveau Axel est un judoka. Ce qu'on a souvent, c'est qu'ils ont besoin de tirer. Et vous remarquez qu'il a des bras beaucoup plus costauds que les miens. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'à force de répéter ces mouvements de serrage et de ramener, on peut avoir du brachio-radial qui va chauffer ou du long extenseur. Nous, en tant que kiné, souvent, on a le long extenseur. Il faudra que vous cherchiez chez vous. Et en fait, vous allez voir qu'ici, vous allez trouver, en général, moi, c'est celui-là, un point qui va projeter selon une carte, qui va descendre. Là, on a le brachio-radial. Ça va être un petit peu la même chose. Et chez Axel, ce qu'on pourrait retrouver comme symptomatologie, c'est à force de répéter ces mouvements, une baisse de force, des difficultés de plus en plus importantes à serrer, et souvent ce qu'on a, c'est des brûlures, qu'on dit un petit peu petites brûlures faciales, des choses comme ça, c'est la surutilisation. Donc là, par rapport à ça, on met le muscle en position neutre. Voilà, et on va chercher. On prend le muscle, on va chercher de façon perpendiculaire aux fibres, les fibres sont comme ça, et ensuite on va chercher le point de façon longitudinale. Et vraiment, ce qui va nous guider, c'est à la fois ce que l'on sent, voilà, d'accord, et la sensation du patient. C'est pas, je peux appuyer très fort, je peux faire mal, c'est pas l'intérêt. Nous, quand on va appuyer, c'est une façon assez douce. Alors, quand je dis ça, souvent ça fera marrer les gens, mais j'ai pas besoin d'appuyer fort pour reproduire la douleur. Là, moi j'ai mon petit cordon qui est ici. Et ensuite, je vais chercher le long du cordon. Voilà, ici, on est d'accord? Ouais. Et on demande au patient où est-ce que ça projette. Ça peut être en local. Et là, en l'occurrence, en général, c'est dans l'avant-bras. Ouais. Et ça peut aller, voilà. Lui, c'est plutôt dans l'avant-bras.
Ce qui n'est pas tout à fait logique, puisque si on reprend au niveau nerveux, on pourrait avoir le nerf radial. Le nerf radial descend d'ici, ensuite va se séparer en deux. Faisceau profond, faisceau superficiel. Faisceau profond va aller dans le supinateur, faisceau superficiel va être au niveau du brachioradial. Et entre le brachioradial et l'extenseur radial du carpe. Donc on pourrait dire que c'est le nerf. Maintenant, vu la symptomatologie et le fait que je reproduise à la main ces douleurs, fait qu'on peut exclure un petit peu une douleur nerveuse. Bien entendu, avant, comme vous a dit Xavier, on a fait un certain nombre de diagnostics d'exclusion, que justement que ce soit pas nerveux, que ce soit pas arthrose ou d'autres causes, pour dire qu'on va pouvoir le traiter. D'accord, on est ici? Ouais. D'accord. Donc ça, c'est la palpation de pincette. Vraiment, on vient faire rouler. Une fois qu'on a notre cordon, c'est comme si là, j'avais sur mon doigt, je trouve mon cordon, et ici, j'ai un espèce de nœud, quelque chose de plus épais. Ça va être mon point trigger. Ça, c'est la première palpation. Deuxième palpation. Je précise malgré tout qu'il est capital d'avoir une palpation méthodique. Et vous ne pouvez pas faire une palpation au petit bonheur la chance où vous venez un petit coup à droite, un petit coup à gauche et tout. Il faut être rigoureux. Et quand vous voyez Stéphane faire, il a ce trajet précis de chercher méthodiquement sur le trajet. Et c'est important d'apprendre finalement et de travailler cette méthodologie. C'est parce qu'on a une méthodologie de recherche rigoureuse que derrière vous aurez un diagnostic qui est cohérent et qui permet de mettre en place le bon traitement. Ce qui est important, et c'est pour ça que cette technique est très importante pour nous, c'est qu'il faut connaître son anatomie, très bien connaître son anatomie. C'est pour ça que d'autres essaient de la pratiquer et c'est un peu plus limité, entre autres nos amis médecins, nos amis rhumatologues. Quand on parle anatomie avec nos amis rhumatologues, quelquefois, ils connaissent certaines zones très précisément, et pas forcément tout. Et ensuite, ce qui est important, c'est de trouver le bon point qui donne la bonne douleur du patient. Là, effectivement, je connais Axel, le patient, donc je sais que c'est plutôt le brachioradial, mais il faudrait aller chercher, est-ce que c'est plus le long extenseur radial du carpe, est-ce que c'est les extenseurs des doigts, pour essayer de discriminer celui qui est le plus responsable de sa douleur. Donc ça, c'est la première façon, vraiment en pincette. La deuxième façon, ça sera à plat, par exemple, sur un magnifique sur un magnifique vaste latéral. On a notre tractus iliotibial qui va passer ici, notre vaste latéral va déborder. Et souvent, on peut avoir des zones de trigger là où le tractus iliotibial vient vraiment en contact du vaste latéral, on a une perte de mobilité, et ce qui explique qu'on peut avoir souvent des triggers qui peuvent se développer. Donc là, pareil, les fibres sont dans ce sens-là. Là, je ne peux pas le prendre en pincette. Hein. Et donc, je vais vraiment chercher mon cordon. Voilà. Là, j'ai mon cordon. D'accord. Et ensuite, voilà. Là, j'ai mon petit point. Lui, il va donner des douleurs qui sont assez locales, c'est-à-dire toute cette zone ici, ça peut descendre jusqu'au genou. C'est un point, par exemple, qu'on va énormément retrouver chez les personnes ayant un syndrome de l'essuie-glace. Donc, un syndrome de l'essuie-glace, vous allez traiter de la bandelette, mais il faut que vous compreniez là pourquoi il a des douleurs qui peuvent être résiduelles. Eh bien, il faudra penser au trigger. Et vraiment, comme ça. L'importance du diagnostic différentiel. Pourquoi? Parce que si vous pensez que c'est une inflammation du tractus iliotibial, vous allez mettre en place des techniques anti-inflammatoires, vous allez mettre en place des techniques qui s'adressent directement à la partie tendineuse, alors que peut-être il faut aller chercher une cause musculaire à type de trigger un petit peu plus haut. Ce qui évidemment fera que la première technique marche pas et du coup on se dira je suis dans l'échec de mon traitement et ma physiothérapie marche pas et ainsi de suite, alors que finalement il suffisait peut-être de mettre en place l'autre point pour que le traitement devienne efficace. Et ce que je dis souvent, c'est que le trigger fait partie de notre boîte à outils. On ne va pas utiliser que ça, on va l'utiliser dans le cadre du traitement. Et bien entendu, si je ne fais que ça, ça va revenir. Donc le patient, par exemple, pour un tractus iliotibial, va devoir se mobiliser, étirer, masser, tout ce qu'on fait déjà. Et c'est un élément supplémentaire dans notre traitement. Donc c'est vraiment, on est là, et ensuite on va chercher. Si on prend un autre muscle, par exemple, chez Axel, que ce soit pas le bon côté, ils sont quand même pas mal de ce côté-là. On va pouvoir chercher tout ce qui va être justement adducteur. C'est les adducteurs. Hein. Voilà. Ici, avec un long adducteur, ici. Ils sont quand même mieux. Ouais. Sachant que c'est plus l'autre côté qui est un peu plus sensible chez Axel. Et donc là, vraiment, avec un gracile, effectivement, qui a tendance un petit peu. Voilà, mon adducteur ici, peut être un peu précis.
Ici, on va chercher derrière pour avoir le courant adducteur. Donc, il faut déjà connaître son anatomie, connaître les différentes zones et les zones de projection. C'est pour ça que les premières séances, ça peut prendre du temps. Mais ensuite, on gagne énormément de temps. Nous, on se connaît, on s'est vu régulièrement. Et c'est justement par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, comment on va intégrer ça. On peut l'intégrer dans le schéma de soins par rapport aux douleurs. Mais aussi, on peut voir aussi dans le traitement pour retrouver de la mobilité, de la souplesse. Hein, je vous dis, chez vous, vous avez qu'à là, long extenseur radial du carpe. Vous le prenez, voilà, et là vous cherchez. Et il y a un moment où vous allez voir une douleur, j'ai pas besoin d'appuyer fort. Et moi, la doigt, elle part et elle va descendre à ce niveau-là. Nous, kiné, on en a deux. C'est celui-là, là, il y a le premier interosseux, où il y a des liens. Et ici, le court fléchisseur, puisqu'on est toujours en train de travailler en pression. Donc, et comme ça. Enfin, pour ceux qui travaillent. On va dire. Pour le traitement, on a dit deux possibilités, traitement manuel ou instrumental. Traitement manuel, on a repéré notre point. Toujours en accord avec le patient. On ne peut pas travailler sans le patient. Parce que déjà, ça fait mal. Alors, quelques points, ça fait mal. Voilà. On va se donner, tu vas nous donner les 2-3 grandes caractéristiques du traitement manuel qu'on doit appliquer globalement. Alors, on a repéré notre point et en fait, on maintient notre pression. Souvent, ce qui va se passer, c'est que cette douleur va référer. Et ce qu'on attend, c'est tout simplement qu'on ait une sorte de centralisation. C'est-à-dire que cette douleur revienne quasiment sous notre doigt et ou que la pression soit plus supportable. Je vous dis, j'appuie pas très très fort. Hein. On est dit à peu près 2 à 9 kg de pression. C'est pas la peine d'appuyer comme un bœuf. Et on attend que la douleur réfère. Comment on sait que la douleur va centraliser? C'est avec le patient. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, sous les doigts, on a l'impression que cette tension diminue. C'est mieux? Ça diminue. On arrête et on recommence 3 fois. Pourquoi 3 fois? Alors, pour les ayatollahs de l'évidence-based, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a aucune explication. C'est comme ça. Et là, pareil, on va le faire 3 fois en pression. Donc, soit on peut rester comme ça, soit on peut frotter légèrement le long de la fibre. On se rappelle que dans l'EBP, il y a évidemment la littérature, hein, l'évidence, mais il y a aussi le côté praticien et l'expérience du praticien. Et effectivement, quand vous en avez fait à peu près 5000 des points, vous vous rendez compte que 3 fois reste plutôt une bonne tendance. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la centralisation arrive plus vite. Et la troisième, ça arrive de plus en plus vite. Là, vous avez vu, Axel a eu la nécessité un petit peu de bouger, parce que ça crée des tensions au niveau musculaire. Vous avez vu que ça peut être un petit peu fatigant au niveau des doigts, et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser éventuellement ce genre de petits outils qui vont nous permettre, soit comme ça, de maintenir la pression. On a moins de sensibilité, mais nous, on peut appuyer un peu plus fort. Donc, je vous dis que le problème, c'est que ce n'est pas la force qui compte. Et nous, ça nous fatigue beaucoup moins. Par exemple, à ce niveau-là, si on prend le vaste latéral, là, on va être... Il y en a plusieurs en plus. Voilà. Très bien. Soit comme ça, en fonction du confort et de la zone musculaire à traiter. Donc là, et vraiment, on va pouvoir bien le mobiliser. Ça va être en instrumental. Et l'instrumental, aussi bien que la main, ça va être un petit peu la même chose, la même façon de le traiter. Et en même temps que la douleur diminue. Bien entendu, une fois qu'on a fait ça, le patient va faire des étirements. Le but, c'est quoi? C'est de ramener du sang. On a dit qu'une des théories les plus communément admises, c'est qu'il y a un déficit de libération des ponts actomyosines lié au fait qu'il y ait un peu moins de vascularisation. Et là, l'idée, c'est d'apporter de la vascularisation, de diminuer tous ces phénomènes inflammatoires pour que le muscle se détende. C'est ça une des théories. Donc là, on a vu technique manuelle, instrumentale, par l'intermédiaire de cet objet. Et ensuite, on peut le faire avec une aiguille. Précisons un tout petit peu que le trigger est bien un problème, un substrat local, un substrat musculaire qui explique la douleur. Et du coup, il y a un moment, il faut pouvoir traiter ce point-là. On est évidemment d'accord qu'un profil comme Axel, sportif de haut niveau, ça a aussi un encadrement psycho.
ça a aussi un encadrement alimentaire, ça a aussi, enfin voilà, c'est la prise en charge d'une Formule 1. Hein. Donc il y a tous les points à gérer en même temps. Et évidemment, pour répondre, on peut parler avec le patient, mais parler avec le patient ne changera pas son trigger. Maintenant, comprendre éventuellement d'autres facteurs qui peuvent intervenir, c'est capital. C'est évidemment pas ce qu'on peut développer là pendant le sujet. On va, je pense, Stéphane, peut-être nous montrer tout simplement ce que tu mets en place pour le dry needling. Donc, Stéphane va nous montrer ce qu'il met en place pour le dry. Pour ça, il va nous présenter un peu tout le matériel nécessaire, sachant que, je vous rappelle, le dry needling est autorisé depuis maintenant quelques années, je vais dire, je crois que c'était 2017, par le Conseil de l'Ordre qui a émis un avis, même plusieurs avis pour le coup, pour la pratique du dry needling pour les kinésithérapeutes. Et par contre, ce qui implique de passer la barrière cutanée et donc de respecter des règles d'hygiène. Et donc Stéphane va vous présenter ça. C'est l'un des points majeurs lors de l'examen final organisé par le Collège de la massokinésithérapie ou CMK. Voilà. Donc, le matériel nécessaire, c'est déjà des aiguilles stériles. Vous remarquerez qu'il y a des différentes tailles d'aiguilles. Donc, on va dire que je vais vous montrer de la plus courte à la plus longue que j'ai. Sachant que j'ai même du 7,5 qui doit traîner. Voilà, ah oui. J'ai du 7,5. Donc, ça fait 7 cm d'aiguille. Donc ça, par exemple, pour un muscle assez profond, type piriforme, sur une personne assez pléthorique, comme on dit, c'est ce genre d'aiguille. Donc vous avez vu un petit peu les différences de longueur d'aiguille. Et on peut avoir des aiguilles qui sont plus fines. Vous voyez qu'il est venu avec sa caisse à outils. Hein. Voilà, qui sont donc plus fines. Celle-là est 2 fois plus fine que celle-là. Et bien entendu, plus courte. Nous, moi j'utilise des aiguilles métalliques. Tout métal, faut utiliser de la qualité pour justement avoir tout ce qui est composant. Et voilà. Et l'important, c'est d'avoir différents types d'aiguilles. Donc moi, comme je travaille dans un milieu hospitalier, ce qui va expliquer certaines choses après, je travaille à l'hôpital Saint-Joseph en consultation douleur, ce qui fait que je me déplace, j'ai pas toujours de box fixe. Et donc, je me déplace avec mon matériel et j'ai tout qui est directement accessible. Plus au niveau hygiène, moi je préfère celles qui sont dans des tuyaux, dans des petits guides, pour plusieurs raisons. Et entre autres, toujours ce souci d'hygiène. Donc on a plusieurs types d'aiguilles. Ensuite, des compresses, un collecteur pour éliminer les déchets, spécialement dédié, qu'ensuite on ramène à la pharmacie, des gants, et bien entendu de la solution hydroalcoolique, mais ça, j'ai envie de dire, c'est, on va dire, la base. Un désinfectant, là en l'occurrence, de la biseptine, par exemple on utilise en orthopédie. Une petite variante que nous on utilise ici spécifiquement ITMP, et ça c'est mon passé hospitalier. J'utilise systématiquement des compresses stériles, ça coûte pas beaucoup plus cher. Par contre au niveau hygiène et sécurité on passe encore un cap, et donc je sais que certains ne trouvent pas l'intérêt des compresses stériles. Je les entends complètement, simplement nous on a mis en place le dry needling bien avant 2015, enfin 2017 même, on a mis, ça fait plus de 6 ans qu'on utilise le dry à l'hôpital, après avoir eu toutes les autorisations. Et donc le protocole d'hygiène est validé par l'hygiéniste et c'est pour ça qu'on utilise ce type de compresse. Voilà. Donc on va pouvoir y aller. Avant, on s'est assuré qu'on avait les conditions nécessaires pour pouvoir piquer. Il y a des contre-indications, la présence par exemple d'une prothèse, le fait que ce soit une femme enceinte, le fait qu'il y ait un syndrome inflammatoire, quelque chose de local qui puisse bloquer, donc il ne présente pas de fièvre, pas d'infection locale, pas de contre-indication d'ordre général. Là, on ne pourra pas dans les détails, mais effectivement, tout ça, ça a été fait bien avant avec notre patient. Donc à chaque fois, je me relave, je désinfecte les mains.
on va choisir son aiguille. Son aiguille, on va le choisir en fonction de la zone, ce que l'on veut, la profondeur, la taille du muscle. Forcément, sur les bras d'Axel, je ne vais pas prendre la même taille que sur les bras de Xavier. Oui, c'était gratuit. Il Voilà. est con, celui-là. Et donc, ici, vu l'épaisseur, vous voyez, j'ai à peu près 3 cm. Donc, je vais prendre une aiguille un tout petit peu plus longue, donc une aiguille de 4 cm. Donc, je prépare mon matériel. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est noter tout ce qui est zone de danger. Donc on a vu les zones de danger ici, ce sera tout ce qui sera le nerf radial qui passe entre le bras curadé et le extenseur radial du cap. Ce qui veut dire que quand je vais piquer, je vais m'éloigner de ce nerf. Donc piquer vers le haut, là en l'occurrence vers la tête d'Axel, comme ça. Mon point, je vais le repérer, je vais le noter. Donc ce que je peux faire, en général, je regarde quand j'ai déjà utilisé une aiguille. Je garde le petit tuyau, justement pour me noter où est mon trigger. Là, vous voyez, mon trigger est ici. Donc, l'idée, ça va être de piquer au bout de mon doigt, mais pas sur mon doigt. Donc, je vais décaler mon doigt et viser en direction de mon index. Éventuellement, sur certains muscles, je peux ouvrir, utiliser mes deux index, et là, je pique en direction de mon majeur, ici. Vous voyez qu'en fait, le guide permet de marquer la peau. Hein. On a le petit point là qui apparaît. Voilà. Ce qui permet de marquer la peau. Et là, quand je fais ça, ça me permet de voir est-ce que moi, je suis bien placé en sécurité pour pouvoir piquer. Donc là, ça va être très bien. Donc, mon guide, hop, je place ma boîte. Mon petit matériel. Hop. Il a piqué. Ici. Là. Alors, première chose, je vais nettoyer la zone. Donc là, chez Axel, on n'a pas de souci. Je vous rappelle, quelquefois, vous savez bien que nos patients peuvent ne pas avoir une hygiène complète. Là, il n'y a aucun souci. Donc, je fais déjà une désinfection, on va dire, globale. Ensuite, ma compresse, la partie qui va toucher le patient est toujours stérile. Je pars du point. Je vais faire une désinfection en escargot. Ça, c'est typiquement issu de nos amies infirmières. Une fois que tout est prêt, que le patient est désinfecté, je vais pouvoir réhumidifier la zone. Mes mains. Je vais utiliser au moins un gant. Pourquoi? Parce que si je suis en contact avec du sang ou un liquide biologique, il faut que je puisse comprimer tout en sécurité. Là, je repère mon point. Je vais me mettre de telle façon de repérer mon point, être en sécurité pour éviter qu'il bouge son bras. Je sors mon aiguille. Et je préviens le patient, je passe la peau. Vous voyez, mon aiguille tient. Et maintenant, je vais pouvoir enfoncer. Voilà. Toujours en direction, vous voyez, je ne vais pas vers le bas. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Est-ce que ça brille, ça brûle? Non. En général, les aiguilles sont tellement fines qu'on ne sent pas forcément de gêne pour le patient. Vous voyez qu'au niveau sécurité, je maintiens. Et je vais faire une palpation aussi bien avec mon pouce qui est sur le cordon qu'au niveau de mon aiguille, comme en manuel d'une certaine façon. Et là, je sens en fait la tension. Et au niveau de mon aiguille, je sens aussi commencer. Une fois que je pense être à peu près au bon endroit, je peux faire un mouvement de rotation. Ça va? Ça pique, ça brûle? Non. Très bien. Et là, en fait, ce qu'on va avoir... Pourquoi cette rotation, Stéphane? Alors, cette rotation va permettrait, selon certains auteurs, d'avoir une accroche tissulaire au niveau tout ce qui va être facial. Et ce qu'on note souvent, c'est que là, le patient peut sentir des tensions. Et nous, ce qui se passe, c'est que par exemple là, j'ai du mal, des difficultés à retirer l'aiguille. Je ne peux plus retirer l'aiguille et au bout d'un moment, je ne vais même plus pouvoir trop tourner. Voilà.
Et j'attends tranquillement que ça se détende. L'intérêt du drive par rapport au manuel, les études sont très claires. À 6 mois, on a le même résultat. La grosse différence, c'est confort pour le thérapeute, confort pour le patient, et surtout rapidité d'action, qui est super. Donc moi, j'ai tendance à préférer des techniques comme celle-ci, si le patient est d'accord, pour une notion de confort pour lui, de rapidité d'action. Voilà, là c'est complètement détendu. Et l'aiguille, on la laisse combien de temps? Le temps que ça se détende. C'est pour ça que j'ai mon doigt qui monitore. Et là, mon aiguille, elle va sortir toute seule. Je la place immédiatement dans un container. J'en mets un petit coup de désinfectant. Et je vais comprimer avec ma main gantée. Vous notez une chose importante, moi c'est une de mes grandes découvertes. Quasiment pas de sang. Ça saigne quasiment pas et souvent même, là c'est parce qu'il est très vascularisé, souvent on n'a pas du tout de goutte de sang. D'habitude il n'y en a pas, mais là sur l'avant-bras souvent il y en a, lié au fait que ce soit hyper vascularisé. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire un autre point, Stéphane, ou... Ouais, on peut lui faire justement On va lui faire le vaste latéral. Alors, j'ai vu quelques questions. On a la bulle des personnels de Saint-Joseph qui félicite Stéphane, son collègue. Merci la bulle. Que vous pouvez soutenir. Alors, on va répondre après à toutes les questions. Hein. Je l'ai pas fait en direct. Du coup, Stéphane va nous répondrons aux questions après. N'hésitez pas à les reposer. Évidemment, on sera là pour ça. On fait un dernier point pour montrer la technique. Et puis après on fera le jeu des questions-réponses. On fera aussi le jeu de Axel qui vous donne ses réactions, ses sensations. Parce que en tant que sportif de haut niveau, alors Stéphane fait des origamis, hein. En tant que sportif de haut niveau et de la kinésithérapie, il en fait depuis longtemps, évidemment. Il en subit plein, et il vous donnera lui son impression en tant que patient. Mais je vous rappelle que dans l'EDP, il y a la troisième bulle, celle qui correspond aux croyances du patient et ces croyances du patient. Vous inquiétez pas pour le bruit. Hein. Et du coup, ces croyances du patient, c'est un point important aussi. Voilà. Donc là, on va faire une petite variance. Toujours dans cette idée de traitement. Là, je vous ai dit, on a plusieurs points triggers qui sont présents. Donc je les ai repérés avant. Je les connais très bien chez Stéphane gagne un peu de temps. Voilà. Et en fait, je vais donc avoir du cordon. Allez, je passe la peau. Ça va, ça pique, ça brûle? Non. Très bien. Bon, là pour toi? Ouais. Très bien. Alors, on me pose quelques questions. Stéphane, est-ce que la recherche du Twitch est obligatoire? Plus maintenant. Plus maintenant. Ok. Elle l'était, et les dernières études, les 3 ou 4 dernières études, ont montré que la recherche du Twitch n'est plus obligatoire et est souvent source de douleurs plus importantes en post-traitement. Je confirme, c'est plus agréable. L'autre point, on me demande pas d'aller-retour sur le point cible. Alors, soit on peut faire des allers-retours sur le point cible, je ne vois pas forcément l'intérêt, parce qu'à partir du moment où on a tapé dessus, et ce qui semblerait être plus efficace, selon Langevin, c'est vraiment de tourner. Et cet effet rotatoire. Et on me demande si quand tu tournes, tu vas de plus en plus profond ou tu restes à la même profondeur. Même profondeur. Même profondeur, voilà. Donc là, par exemple, il y a eu plusieurs points, et ce que je vais pouvoir utiliser, c'est de l'électrothérapie. La même chose que vous connaissez, c'est le même appareil. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il déjà il coûte beaucoup moins cher. Et surtout, j'ai pu régler des programmes que je souhaite.
Dans les complexes, le problème, c'est que déjà, c'est beaucoup plus cher. Et ensuite, il n'y a pas forcément de programme à régler. Et là, ce que je vais passer, donc, ça a reçu un petit peu l'idée du Twitch. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, pour info, nous, on se Voilà. fournit pour ce type de matériel, on se fournit chez Elite Médical, notre Voilà. amie Catherine Legrand, qui nous fournit nos aiguilles et les matériels d'électro. Évidemment, il y a d'autres fabricants autant que vous voulez. Sur les aiguilles, malgré tout, il y a une notion de qualité d'aiguille. Et j'en ai reçu l'autre jour, moi, au cabinet, un échantillon gratuit. Écoutez, c'était un très très bon échantillon parce que je n'achèterai jamais ce produit. Les aiguilles rentraient pas, faisaient mal aux patients. Donc, il y a une qualité d'aiguille malgré tout qui fait que ça va bien ou pas bien. Voilà. Et une qualité de service aussi, parce que ils nous ont fourni toutes les aiguilles quand on les a demandées. Et c'est des aiguilles qui sont européennes et faites plutôt justement pour le dry. Ou sinon, vous avez des aiguilles type Soren qui sont très très bien, les japonaises. Les chinoises, vous avez toutes des marques Popolo qui peuvent être éventuellement intéressantes. Mais voilà, donc moi je préfère rester avec ces aiguilles-là. Là, vous voyez, j'ai monté l'intensité. Et l'intensité, on a en fait ces contractions musculaires. L'idée, ça va être de vasculariser, puisqu'on a plusieurs points. J'ai mis un petit. En fait, chez Axel, ils sont souvent à ce niveau-là. Et là, cette idée, c'est on va épuiser le muscle, épuiser la contraction musculaire. Je sais que moi, sur certains muscles, hein, les fibulaires, ici, l'infraépineux, l'abducteur du 1, j'aime beaucoup utiliser ces méthodes parce que je trouve que c'est un petit peu moins agressif. Ça permet de bien épuiser le muscle, toujours pour cette idée de régénérescence. C'est assez intéressant. Tous les muscles peuvent se piquer à partir du moment où on n'est pas dans une zone dangereuse. Donc on ne piquera pas à certains endroits quand on a des risques au niveau pulmonaire, on ne piquera pas dans l'abdomen, direct de l'abdomen. Et voilà. Et ce qui est intéressant aussi en tant que kiné, c'est qu'on peut raisonner en chaîne. Souvent, moi j'ai des patients qui ont des chaînes avec des fibulaires, du vaste, du fessier, c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici. Éventuellement du carré des lombs, ce qui peut vraiment être lié à des problèmes, on va dire, de position, problèmes un petit peu lombaires. Et là, en fait, idéalement, au début, les premières séances, je laisse 5 minutes et ensuite on laisse dérouler en fonction de comment le patient le supporte. Fréquence de Hertz, impulsion de 250 microsecondes, et là où l'intensité est à 3. Il faut savoir, j'utilise ça aussi beaucoup au niveau lombaire et il y a une équipe américaine qui a montré que ça a diminué les douleurs sur 5 jours. Et moi, c'est ce que je retrouve également. J'utilise beaucoup ça en aigu, couplé avec d'autres techniques type Mackenzie. Parce que j'insiste sur le fait que c'est une boîte à outils, c'est pas de la magie. Si c'était de la magie, on n'utiliserait que ça. Alors, j'ai Claire qui me demande, question peut-être bête, mais c'est quoi le Twitch? J'ai loupé le tout début. Donc, voilà. Alors, le Twitch, c'est la local Twitch réponse. C'est quand on met l'aiguille exactement sur le point. Alors, on ne sait pas trop. Hein. Eh bien, on a la fibre musculaire qui va entièrement se contracter. C'est l'équivalent de ça en mettant l'aiguille dans le point. Ce qui est important, c'est que là, c'est supportable. Ouais. C'est pas douloureux. On pourrait penser que foutre une aiguille dans le corps d'un patient, ça fait mal. En fait, nos aiguilles sont très fines. C'est pas les espèces de trocars qu'utilisent nos amis fermières. C'est vraiment des aiguilles qui sont toutes fines. Donc, effectivement, comme le marque l'un des collègues, là, c'est une secousse musculaire réflexe qui se produit au moment où on non injecte. contrôlable, de faible impulsion. Voilà. Je vais peut-être demander du coup, Stéphane, je vais demander les réactions d'Axel peut-être à chaud là, ce qu'il en pense lui. Non, en général, déjà zéro douleur. On ne sent pas du tout quand l'aiguille passe la peau. Moi, je peux vous partager surtout mon expérience par rapport à. Voilà, j'ai une rééducation de pubalgie qui a duré 5 mois, rééducation bien menée. Mais c'est vrai qu'il me restait, au bout de 4 mois, il me restait énormément de douleurs type, j'ai envie de dire, inflammatoire après les entraînements, de douleurs qui étaient sur des muscles à distance. Et on n'arrivait pas à diminuer aussi un certain tonus musculaire au niveau de mes adducteurs. Et du coup, c'est là où je me suis tourné vers Stéphane. Et c'était juste génial. Enfin, honnêtement, c'est pas du tout pour faire une pub mal placée. C'est vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Pouvoir m'entraîner et ne plus avoir de douleur après, c'est vraiment super agréable. C'était une réflexion que j'ai eu à un moment. C'est cool la vie sans douleur grâce à toi. Et c'est vrai.
Quand il le montre comme ça paraît chronophage, le fait de désinfecter avec les techniques en escargot et tout ça. Stéphane a l'habitude, et c'est comme toute nouvelle technique, on prend l'habitude au fur et à mesure. Et je peux vous dire qu'en une séance, ça va très vite. Il me fait énormément de triggers dans la même séance, et je sens vraiment la différence au niveau de mes tensions musculaires, au niveau du gain en amplitude aussi, surtout articulaire. Je le voyais vraiment à la première séance, j'ai été choqué par rapport à ce gain en amplitude sur ma séance d'étirement le soir, que je suis obligé de faire maintenant. Voilà. C'était quelque chose de super. Et en plus, ce qui change, je trouve, c'est qu'on n'a pas de douleur, contrairement à un trigger qu'on travaille à la main. C'est pas très agréable pour le patient, on le sait tous en tant que kiné. Le trigger travaillé à la main, c'est assez douloureux. Là, il y a vraiment zéro douleur et pour une efficacité plus importante et durable en plus. Voilà. C'est un peu ce qu'on a eu et c'est ce qui m'a convaincu, c'est qu'à chaque fois, je voyais que la tension diminuait mais ne revenait pas. Et là, on a un gain dans le temps, en fait, qui est génial. Eh bien, merci beaucoup, Axel. Stéphane, un petit mot? Ouais, ce qui est important, c'est la question, est-ce qu'on traite tous les jours? Non, même un trigger, on ne traite pas forcément tous les jours. On laisse un petit peu de temps entre chaque séance. En général, on dit qu'il faut laisser au minimum 3, moi je dis plutôt sur 5 jours entre chaque traitement. Comme disait Axel, là on l'utilise aussi dans un petit cadre un petit peu différent. On diminue le tonus musculaire. Et entre autres, par exemple, un psoas chez Axel, mais chez d'autres, où on a un petit peu de mal à l'avoir en manuel, eh bien, on va pouvoir diminuer le tonus, qui va être aussi intégré dans nos traitements de type thérapie manuelle. À partir du moment où on a un tonus qui diminue sur certains muscles, certaines techniques vont être plus efficaces et beaucoup plus rapides. Est-ce qu'on peut faire des séances en prévention si le patient n'a pas de douleur? Là, c'est ce qu'on fait un petit peu chez Axel. C'est pas le but principal des triggers. Le but principal, normalement, c'est de traiter les douleurs. Mais là, on l'utilise dans un autre cadre. Axel est quelqu'un qui fait énormément de gestes répétitifs. C'est un sportif de haut niveau. Et donc là, on est dans de la prévention, dans cette idée de il va contracter, on traite avant que la douleur arrive. Donc oui, on peut le faire. Merci Stéphane pour tout ton savoir. Je précise que les formations de Trigger Point sont contrôlées entre guillemets par le Conseil de l'Ordre et par le Collège de la massokinésithérapie et qu'il y a un prérequis d'avoir suivi la formation de trigger de 14 heures et il y a après un volume de formation de 50 heures. Voilà, c'est comme ça partout. Il y a un volume de formation de 50 heures qui, du coup, permet d'assurer quelque part une formation, une qualité de formation, en tout cas un contenu minimum, et le contenu est validé par le CMK. Stéphane a été l'un des protagonistes depuis le début de l'aventure grâce à son expérience avec l'hôpital Saint-Joseph, où il officie depuis longtemps, avec des protocoles particuliers. Pas d'inquiétude pour le petit bruit, là, c'est juste les fenêtres qui se referment automatiquement. Est-ce qu'on fait des étirements après avoir retiré les aiguilles, me demande-t-on, Stéphane? Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que on va pas faire que la technique et ensuite le patient il part. On va faire tout ce qui est étirement, tout ce qui est crochet, par exemple. Moi, j'aime beaucoup utiliser les crochets, soit avant, soit après, pour justement continuer ce travail. C'est dans notre boîte à outils. C'est pas une technique magique, j'insiste sur ça. Par contre, c'est une technique qui est très efficace quand on a donné la bonne indication, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, en fait, on pense que les techniques prises toutes seules ne servent à rien, qu'elles s'intègrent à un diagnostic d'exclusion, un diagnostic différentiel, et que finalement, c'est une technique qui vient en plus effectivement du manuel, qui vient en plus du crochetage, qui vient en plus d'élevé de tension, qui vient en plus de tout le reste. Et ce n'est pas, le but n'est pas de dire maintenant je ne ferai plus que du dry needling chez tout le monde et ma vie c'est de faire plus que du dry parce que je suis formé en dry et on va pas vous dire que le dry ça devient toute la vie du kiné. C'est qu'une partie, c'est qu'une corde de plus pour jouer de la guitare. C'est un moyen complémentaire et c'est en associant globalement les techniques qu'on va améliorer son efficacité. Alors,
Réponse pour Madame Kiné, effectivement, c'est compliqué de savoir quelle est la technique qui permet de faire évoluer. Mine de rien, tu vois, Axel qui supporte des techniques déjà depuis des années est capable de dire, bah, aujourd'hui, ça améliore moi mon ressenti. Alors, c'est le ressenti d'une personne, ça fait pas de la statistique, on est d'accord. Mais c'est aussi ça, notre expérience, notre expertise, le fait d'en faire et d'en refaire, et puis de se dire, bah, chez lui, j'en fais, ça va pas mieux, chez lui, j'en fais, ça va mieux. Et donc, ça nous permet d'améliorer les choses petit à petit. Voilà. Alors, comment savoir que c'est la pertinence par rapport aux autres? C'est souvent que ça te fait passer un cap. Et donc, tu te dis, qu'est-ce qui a permis de faire passer un cap? Entre autres, c'est cette technique. On a des collègues qui ont beaucoup de machines, et malgré toutes leurs machines, quelquefois, ils ont besoin de passer soit en manuel, soit en aiguille, pour faire passer le cap au patient, pour ensuite pouvoir continuer leur technique. Donc, c'est une technique seule, elle te permet d'avancer et de rendre les autres quelquefois plus efficaces. Et j'insiste sur le fait que, effectivement, tout seul, on va continuer, on lui donne des exercices à faire, on a toutes ces choses-là qui vont être associées au traitement. C'est un traitement kiné. C'est pas, on ne met pas l'aiguille et puis il s'en va. C'est pas dans ce cadre-là. Alors, si vous avez encore quelques questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, parce qu'on pourrait en parler évidemment pendant des heures, et là, vous voyez, en 45 minutes, moins d'une heure, on a essayé de vous parler un petit peu et du trigger et du dry. Évidemment, la formation complète représenterait plus de 60 heures, donc voilà, on a essayé de vous faire un résumé. Je remercie Axel parce que, alors, c'est un mec extraordinaire, Axel. C'est une joie infinie de travailler avec lui depuis des années. C'est un sportif incroyable. Moi, il me fait mettre le kimono régulièrement et je m'envole. Il arrive à faire voler mes 80 et quelques kilos comme ça. C'est quand je retombe que je m'en rends compte. C'est un kiné motivé, c'est un kiné intelligent. Enfin voilà, c'est un mec avec qui je suis hyper content de bosser depuis des années et on est content. Voilà, donc on le dit. J'en profite pour remercier ITMP de me soutenir, et notamment dans cette période particulière, malgré le report des Jeux. Parce qu'effectivement, c'était pas évident, et je remercie vraiment ITMP, et aussi tout le monde de la kiné qui me soutient sur les réseaux sociaux. J'ai souvent des messages, et franchement, ça fait très plaisir d'avoir toute la profession derrière soi. Merci Axel. Alors, il y a encore une question ou deux du coup pour Stéphane. Est-ce qu'on a des effets secondaires après la technique, après l'application? Alors, ce qu'on peut avoir comme effet secondaire, on peut avoir des douleurs. En fait, 80% des gens vont avoir une diminution de douleur, 20% vont avoir une augmentation. Et dans les 24-48 heures, on peut avoir des douleurs qui peuvent être majorées de type courbature. Donc ça, c'est vraiment ça. Et pour répondre à une question qui est très intéressante, est-ce qu'on peut le faire avant un entraînement ou un match? Tout dépend de quelle zone on va faire et quel est l'objectif. On a une perte un petit peu de force, hein, c'est ce qu'on a dit, et un petit peu de vigilance. Donc, est-ce que c'est intéressant de le faire juste avant un match de foot sur des ischios? Non. Par contre, si le patient ne peut plus trop bouger parce que justement il a ses douleurs, là, ça peut être intéressant. Nous, par exemple, c'est ce qu'on disait avec Axel, c'est lors des entraînements, il n'a pas besoin d'avoir sa force maximum, mais il doit pouvoir répéter. Voilà. Beaucoup utilisé à l'étranger. Voilà. C'est beaucoup utilisé dans toutes les équipes étrangères. C'est pour ça que je me suis dirigé vers Stéphane à la base aussi. C'est que beaucoup de collègues m'en parlaient, mais je disais, mais comment ça se fait que vous faites pas de dry? Et d'ailleurs, mes kinés d'équipe de France s'y mettent aussi, se forment à l'heure actuelle avec Stéphane pour pouvoir l'utiliser dans cette année olympique. Ouais. Comment je facture? En fait, moi, je suis hospitalier, donc je reçois les patients dans le cadre hospitalier, ou par exemple, Axel, c'est vraiment dans le cadre, on va dire, ITMP, un petit peu privé, et donc là, moi, je ne facture jamais. Mais effectivement, sur ça, il y a différents collègues. Le matériel revient pas très cher, hein. Une aiguille, c'est moins de 10 centimes. Une compresse stérile, c'est 0,2 centimes de mémoire. Et le collecteur à aiguille, vous allez pas l'utiliser vous n'allez pas en utiliser un par jour. Et en plus, souvent, vous le ramenez au pharmacien et le pharmacien vous en donne un. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai tendance à dire que ça revient moins cher que du tape.
Oui, non, franchement, en tant que libéral, c'est pas le prix que ça représente. En termes de budget, c'est pas grand-chose. C'est pas vraiment du HN vu que ça fait partie de notre décret d'acte. Alors en même temps, effectivement, la Sécu ne prévoit pas directement le drive, donc on pourrait le mettre en HN. Là, j'ai envie de dire, je ne ferai pas de réponse sur le DE et le HN, qui est un sujet un peu toujours particulier, touchy et régional. Habitant Paris et travaillant à Paris, chez nous, le DE est encore à peu près toléré tant qu'il est raisonnable. Mais la technique est vraiment pas une limite au budget. Enfin, le budget de la technique n'est pas une limite à sa pratique parce que ça représente, je suis d'accord avec Stéphane, finalement, une quantité négligeable et surtout vu l'intérêt que ça représente pour nous et le temps que ça peut nous faire gagner. Et donc, finalement, on peut réussir à largement compenser le coût matériel par du temps gagné et par des patients qui sont hyper contents de revenir. Voilà. Et pour répondre à une question qui a été posée mais qui est en substance, en général, moi je fais à peu près 3 à 4 séances pour ça. Et ensuite, les patients, ils ont énormément de travail à faire à la maison. Donc vous voyez, on gagne du temps. Donc l'argent est récupéré en fait par le temps. Et quelquefois, quand c'est du retraitement, qu'on connaît bien les patients, une séance va durer 10 minutes parce que on va juste retraiter les points qu'on a fait et voir que le patient respecte bien, qu'il fait bien ses exercices. Je voudrais remercier particulièrement Stéphane parce que il a donné de son temps encore, il a donné énormément pour cette technique et pour qu'elle ait lieu avec le CMK, avec le Conseil de l'Ordre. Je voudrais remercier personnellement le Conseil de l'Ordre, Pascal Mathieu, Jean-François Dumas qui se sont battus pour que cette technique puisse arriver pour les kinés. Je voudrais remercier le Collège de la masso-kinésithérapie, Jean-Marc Oviev, Pierre-Henri Ganchou, tout le bureau évidemment, mais particulièrement ces deux personnes qui se sont battues aussi depuis des années. Et voilà, je pense que c'est important de dire aussi quand nos institutions font des choses positives, on a un côté de défiance régulièrement, mais voilà, j'ai envie de dire, ils se battent, on est avec eux, on est à leur côté pour quand ça nous paraît utile pour la profession. Et du coup, voilà, un grand merci à tout le monde, merci à vous d'avoir été présents. Et puis évidemment sur les réseaux, si vous avez besoin. Via Insta, via Facebook, on répondra à vos questions s'il y en a. Et il y a plein de réponses aussi sur notre site internet itmp.fr. Et par rapport à ça, c'est vraiment une technique, pour l'instant on est assez spécifique, on est complètement légitime. Il ne faudrait pas que d'autres professions, type ostéo, s'en emparent, encore une fois, et que nous, on a vraiment des compétences. Et on a là encore une progression, une montée en gamme de nos compétences. Avec justement ce passage de la peau qui ouvre des perspectives ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose de très important de bien s'investir là-dedans parce qu'on est légitime. Ça valorise notre profession. Et effectivement, nos tutelles ont été remarquables sur ça. Je sais que quelquefois elles sont critiquées, mais ça n'a pas toujours été facile pour elles. Et j'en profite également pour les remercier. Et c'est vraiment quelque chose pour les kinés. Vous pouvez vous renseigner effectivement sur les sites étrangers pour voir un petit peu l'efficacité. C'est utilisé depuis des années. Tout est bien cadré en France et ça, c'est assez remarquable. J'en profite pour passer un petit message personnel. Si vous voulez soutenir les personnels de l'hôpital Saint-Joseph, vous avez la bulle qui est présente, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à nous soutenir en cette période un peu compliquée. T'as Stéphane, un collègue de Strasbourg, qui dit qu'il a fait la formation avec toi et que tu as une pédagogie super. Voilà. Malgré son côté ronchon par moment, c'est un mec vraiment extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va vous laisser tranquille et Stéphane va pouvoir finir le travail sur Axel. Et puis après, il y aura peut-être un petit apéro. Voilà. Rendez-vous bientôt. Je crois qu'il y a un 3e live de prévu avec Rééduca. Je n'ai plus la date en tête. Mais voilà, c'est dans le tuyau et vous serez informé prochainement du prochain live. On essaie de progresser sur la partie technique. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée. À très bientôt et encore merci Axel. Ciao, ciao. Au revoir.